Le globe-trotteur, pas comme les autres de la chasse au trésor, monsieur Philippe de Dieuleveux. Toujours pas de nouvelles de notre confrère et de notre ami Philippe de Dieuleveux. Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques. J'ai encore découvert un mystère français hyper étrange. Aujourd'hui, on a encore du mal à expliquer ce qui s'est passé, à comprendre réellement les faits. Toute cette histoire, elle tourne autour d'un homme qui s'appelle Philippe Dieuleveux. Il lui est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. C'est une des plus grandes énigmes françaises connu. Philippe Dieuleveux, c'est une figure de l'aventure des années 80, mais aussi un journaliste. Il a fasciné la France avant de disparaître soudainement en août 85. Tout ça au cœur de l'Afrique équatoriale. Et donc sa fin, qui n'a jamais été élucidée, ça reste l'un des plus grands mystères, notamment de la télévision française. Parce que c'était un journaliste qui présentait cette fameuse émission, La Carte au Trésor. Philippe Dieuleveux, il naît le 4 juillet 51 dans une famille bretonne aux racines anciennes et nobles. Il est le benjamin d'une fratrie de 7 frères, ce qui forge sans doute son caractère combatif, mais aussi sa soif de se démarquer parce que ça devait être le bordel chez eux. Déjà, un enfant, c'est pas facile à élever, mais 7 garçons, je sais pas comment ils ont fait. Cette famille nombreuse, marquée par les traditions bretonnes, développe chez le jeune Philippe un goût prononcé pour l'aventure et l'exploration qui caractérisera sa vie entière comme on va pouvoir le voir. Vous allez voir que dans cette histoire, il y a des choses bien mystérieuses, puisqu'on suppose que les services secrets ont joué un rôle dans tout ça. Alors dès son plus jeune âge, Philippe, il va manifester une personnalité totalement hors du commun. Parce que contrairement à ses frères qui embrassent des carrières absolument traditionnelles, lui il va rêver d'horizons lointains mais aussi d'expéditions périlleuses. Cette soif d'aventure le pousse naturellement vers le journalisme, ce qui va lui permettre de concilier sa passion pour les voyages, l'aventure, mais aussi gagner sa vie parce que c'est important quand même de pouvoir manger. Faut savoir qu'il est extrêmement curieux des cultures étrangères et des pays lointains et parfois hostiles. Son parcours de formation, il reste relativement discret, mais il révèle déjà les traits de caractère qui feront sa renommée. Une détermination sans faille, un courage physique remarquable, mais aussi une capacité d'adaptation exceptionnelle. Ses qualités alliées à un charisme naturel et une présence physique imposante le destinent à un avenir médiatique totalement insoupçonné. Ça va devenir un petit peu une légende, cet homme. Il faut avouer que le gars est plutôt beau gosse, il présente bien, et en plus, voilà, il les porte, comme on dit. En 79, il va être engagé comme journaliste reporter d'images par Jean-Claude Criston, qui est un journaliste producteur mais aussi réalisateur d'une émission spéciale pour FR3. Ça s'appelle Le Nouveau Vendredi de Jean-Marie Cavada, sur le chat. Donc cette première émission africaine, elle marque un tournant décisif dans sa carrière et révèle ses exceptionnelles qualités de reporter de terrain. Là déjà, il va commencer à faire ses armes, il part sur le terrain au Tchad, donc c'est pas rien. L'Afrique des années 70-80, ça représente un terrain d'investigation particulièrement dangereux pour les journalistes occidentaux. Le continent, il traverse une période d'instabilité politique majeure, notamment avec de nombreux conflits armés, des coups d'état répétés, mais aussi des zones entières devenues quasi inaccessibles aux médias internationaux. Et c'est dans ce contexte que Philippe Dieuleveux, il fait preuve d'un courage absolument remarquable et d'une capacité d'adaptation impressionnante. Et tous ses collègues sont complètement stupéfaits de tout ce qu'il fait parce que le mec, il a pas peur. Il va collaborer avec Jean-Claude Criston, ça va s'avérer fructueux et ça lui ouvre les portes d'une carrière internationale. Le jeune reporter apprend rapidement les ficelles du métier, notamment maîtriser les techniques de prise de vue dans des conditions extrêmes, mais aussi établir des contacts avec les populations locales et naviguer dans les méandres diplomatiques de pays en crise. Ces conditions acquises sur le terrain dans des conditions souvent très dangereuses forgent sa réputation de professionnel fiable et audacieux. On est en 1980, juste après la révolution iranienne. Il va accompagner un monsieur qui s'appelle Alain Dubos, qui est vice-président des Médecins Sans Frontières. Ils vont aller en Iran dans une mission d'exploration clandestine à des fins d'aide humanitaire. Cette mission en Iran, elle révèle une facette méconnue de sa personnalité, notamment son engagement humanitaire. Parce que l'Iran post-révolutionnaire représente alors une zone particulièrement dangereuse pour les Occidentaux. Et cette mission clandestine démontre non seulement son courage physique, mais aussi sa conviction profonde que le journalisme doit servir une cause plus noble que le simple rapport d'information ou même du divertissement. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment aider son prochain. Donc cette expérience en Iran va le marquer profondément parce qu'il a vu toutes les horreurs du monde, on peut imaginer. Là-bas, il va découvrir les réalités de l'action humanitaire internationale et développe une conscience aiguë des responsabilités qui incombent aux journalistes occidentaux lorsqu'ils travaillent dans des zones de conflit. Donc là, voilà, on va bien comprendre que le gars veut faire de l'humanitaire, il veut aider les autres. Mission clandestine, en plus, c'est même pas mis au grand jour. Il fait pas ça pour se greenwasher, je sais pas si on peut le dire. Toutes ces missions hyper dangereuses, eh bien, ça va le former notamment techniquement dans le matériel, mais aussi à comprendre les populations locales, vraiment devenir un journaliste de terrain chevronné. Et d'ailleurs, ses qualités, elles vont pas passer inaperçues, puisqu'il va se faire recruter par des producteurs de télévision française pour une émission qui s'appelle La Chasse au Trésor.
Les amis, figurez-vous que cette vidéo est sponsorisée par une machine à remonter le temps tout simplement. Cette machine à remonter le temps, elle s'appelle MyHeritage. Elle va disposer de plus de 36 milliards d'informations sur vous et la totalité du monde. Vous y trouverez des registres de naissance, de baptême qui vont dater jusqu'au Moyen-Âge, même plus, sur votre famille en passant par des actes de décès ou encore des diplômes et même des brevets d'invention qui auraient été déposés par vos ancêtres. Et MyHeritage vous permet évidemment de créer l'arbre généalogique le plus précis du monde sur votre famille, vos ancêtres. Vous avez une intelligence artificielle qui s'appelle Instant Discover qui va vous aider justement à travailler et à faire votre arbre généalogique. Cette IA va vous permettre de trouver facilement des membres de votre famille en entrant justement quelques informations dessus. Alors personnellement, moi je suis remonté à quasiment la limite du Moyen-Âge et je trouve ça trop stylé en France, hein, mes ancêtres. Bon, c'est pas la première fois que je travaille avec MyHeritage et je fais constamment des nouvelles découvertes qui me font trop rigoler. Comme par exemple, je suis tombé sur cette dame qui s'appelle Le Mercier, qui est née vers 1868. J'ose espérer que j'ai un ancêtre commun avec Valérie Le Mercier, s'il vous plaît. J'ai pu également retrouver des infos hyper intéressantes sur par exemple un arrière-grand-père qui avait fait la guerre. J'ai pu trouver qu'il était finalement à l'état-major 5e région maritime. Alors, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Qu'il était mort à 46 ans. Je savais qu'il s'était pris une balle dans le ventre par un Allemand. Mort pour la France, voilà, RPZ. Et donc il avait fait son service à Caen. Alors il y a un truc qu'il faut noter qui est important, c'est que les personnes qui sont en vie, eh bien elles sont anonymisées, hein, c'est pas public. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, on peut pas vous retrouver si vous êtes vivant. Avec MyHeritage, on peut encore donner vie à des photos grâce à l'IA. Vous uploadez une photo comme ça et en quelques clics, vous pouvez la coloriser, l'améliorer et même lui donner vie. Évidemment, je vous laisse le lien en description pour aller tester, aller essayer tout ça. Alors avec le lien justement en description, vous aurez 14 jours d'essai gratuit. Et donc je vous invite à essayer de faire votre arbre généalogique, à remonter le plus loin possible parce que vous allez découvrir vraiment des pépites. Il y a toujours des trucs trop drôles. À partir du 15 mars 1981, il co-anime sur Antenne 2 l'émission de jeu La Chasse au Trésor, qui va tout simplement révolutionner littéralement le paysage audiovisuel français. C'est une émission qu'on n'avait jamais vue avant, c'est vraiment un truc tout neuf. C'est la première fois qu'un jeu télé sort de studio et qui part sur le terrain comme ça, donc les gens ils hallucinent, ils kiffent. Aujourd'hui ça paraît bidon, hein, mais voilà, avant c'était vraiment une révolution. Le concept du jeu de La Chasse au Trésor, il fascine immédiatement le public français. L'émission elle propose une formule inédite. Vous avez des candidats en studio qui doivent guider Philippe, qui est filmé depuis un hélicoptère, vers des trésors cachés dans des paysages somptueux à travers le monde. Cette approche qui est plutôt ludique de la géographie et de l'histoire, ça va captiver les téléspectateurs de tous âges, et ça va transformer pour les Français le dimanche soir comme un voyage à travers le monde, et les gens comme ça vont voyager à travers leur télévision de manière virtuelle. Donc il va se mettre à parcourir des paysages absolument spectaculaires de toute la planète. Il est très enthousiaste et communicatif. Il a une connaissance de l'histoire extrêmement approfondie, mais il connaît aussi la géographie très très bien. Et en gros, chaque émission est un cours de géo et d'histoire un petit peu déguisé, mais les gens ils kiffent. En fait, quand t'écoutes quelqu'un de passionné, eh bien, ça devient passionnant, forcément. C'est pour ça que vous m'écoutez d'ailleurs. Non, je rigole. Non mais c'est vrai, moi je vous parle de choses qui me passionnent, que j'adore, et donc forcément, si vous aimez mes vidéos, c'est parce que moi j'aime ce que je fais. C'est très difficile de faire aimer quelque chose à quelqu'un si nous on n'aime pas ce qu'on fait. Moi j'adore ce que je fais, ces histoires me passionnent, donc j'espère que vous aussi. Dites-le moi en commentaire. Philippe Dieu-le-veut, il se contente pas de chercher le fameux trésor, mais il raconte une vraie histoire, une histoire des lieux, une histoire sur les personnes qui y vivent. Il explique particulièrement la géographie des régions traversées. Alors au départ, cette émission, elle était diffusée en fin d'après-midi le dimanche, mais finalement, elle va être reportée pour le soir, en première partie de soirée. Le succès, il va croissant jusqu'en 84, se déplaçant vers une case horaire prestigieuse. Donc en fait, on va la caler là où il y a le plus d'audience, parce qu'en fait, tout le monde regarde ça. C'est un petit peu comme le Big Deal à l'époque. Ou le truc de Hanouna, là, touche pas à mon poste. Va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. C'est ce genre de buzz, en fait, que ça fait, cette émission. Mais peut-être plus, parce qu'il y avait moins de choix. Et pas Internet aussi. Moi, personnellement, j'ai plus la télé depuis peut-être 2015, même avant, je pense, 2012. C'est-à-dire que maintenant, je suis que sur Internet. Il faut savoir que cette émission, elle va tellement cartonner qu'elle va dépasser les frontières de la France, puisque dans le monde entier, ce gars-là va être connu et cette émission va être diffusée, peut-être dans les pays francophones. Évidemment, ça va ouvrir à Philippe de nombreuses opportunités professionnelles autres. Il va participer notamment à des conférences, il écrit des articles pour diverses publications, il développe des projets documentaires ambitieux. Le gars, il a vraiment une vie incroyable. C'est-à-dire qu'il a un métier génial, il est en hélico, il vole à travers le monde, il présente une émission, il doit être payé une blinde en plus, il est connu, il est aimé, il est beau gosse, il est intelligent, mais que voulez-vous de plus? Eh bien, une fin absolument tragique et mystérieuse. Et c'est ça qu'on va voir. Sa popularité, ça lui permet également de sensibiliser le grand public à des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la protection de l'environnement et le soutien aux populations défavorisées des pays en développement. Et en plus, le gars a le cœur sur la main, mais il vole en hélicoptère quand même, donc la pollution, bon... Vous
Vous avez une nouvelle saison qui est prévue en 1985 de l'émission Chasse au trésor. Mais Philippe va se voir refuser pour raison financière la demande d'un second hélicoptère pour les prises de vue. Bien l'animateur vedette, il refuse de continuer et son absence met un terme à l'émission. Évidemment, ça va surprendre tout le monde parce que l'émission était au firmament, ça cartonnait et ça s'arrête. Il nous a fait tout simplement une PNL, on peut le dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont partis avec leur thune, je sais pas. C'est étonnant. Assez d'argent, ils ont arrêté. Bon, cette rupture, elle va créer des tensions entre Antenne 2 et Philippe. Antenne 2 va dire que il avait des caprices de star en voulant demander un second hélicoptère, mais en fait, pas du tout. Il avait une vision professionnelle très précise de ce qu'il voulait faire. Il voulait faire évoluer l'émission, la rendre encore meilleure. Tout simplement en donnant d'autres prises de vue aux téléspectateurs. Donc là, il va être libéré en quelque sorte de ses contraintes audiovisuelles de la télévision française. Il va donc se diriger vers des documentaires professionnels un petit peu plus perso. Puis il a assez de blé pour faire des choses, on va pas se mentir. Et c'est justement durant cette même période qu'il va se faire approcher tout doucement par les services secrets français, la DGSE les amis. Son profil d'aventurier hors norme, mais aussi ses compétences exceptionnelles en milieu hostile, vont attirer immédiatement l'attention. Sportif accompli, maîtrise le canoë, le rafting, la navigation fluviale, mais aussi plein d'autres sports très dangereux, ce qui va lui permettre de se déplacer dans des zones inaccessibles ou instables. Et la DGSE à cette période, elle cherche des gens comme ça. Son tempérament audacieux et sa capacité à garder son sang-froid face au danger, mais aussi son esprit d'initiative, font de lui un élément rare et précieux pour des missions de renseignement. Sa notoriété, on peut se dire que ça peut être un problème, mais pas du tout. En fait, ça peut être même couverture, parce qu'il peut voyager en Afrique et dans d'autres régions sensibles sans éveiller des soupçons. Ces expéditions médiatiques qui servent par avant à des opérations qui sont en fait des opérations de surveillance ou de collecte d'informations. Il a également un contact de réseaux locaux qui est très grand et une connaissance approfondie du terrain africain. Ce qui fait que c'est un élément qui est très intéressant pour les services secrets comme on l'a vu. En 85, vous avez un monsieur qui s'appelle André Hérault, qui est un pilote à la retraite. Il monte un raid aventure sur le fleuve Zaïre et Philippe, Dieu le veut, prend alors part à cette expédition. Il y a un objectif qui est extrêmement clair. C'est descendre en rafting le fleuve Zaïre jusqu'à l'océan, soit une distance de 3000 km. Le départ, il est prévu du lac Tanganyika au Burundi jusqu'à l'embouchure du fleuve Zaïre à Banana. Il y a un endroit qui s'appelle Banana, je ne savais pas. Incroyable. Alors là, Philippe, il va entreprendre la descente en rafting avec une dizaine de compagnons du fleuve Zaïre. Ce projet ambitieux baptisé Africa Raft, ça représente l'aboutissement de ses rêves d'aventurier et de documentariste. Le fleuve Zaïre, qui est le deuxième fleuve du monde en termes de débit derrière l'Amazone avec 50 000 mètres cubes secondes, il constitue l'un des derniers défis de l'exploration moderne, du moins dans les années 80. L'équipe rassemblée pour cette aventure exceptionnelle, elle comprend des spécialistes de diverses disciplines, notamment des guides expérimentés, des caméramans habitués aux conditions extrêmes, des techniciens radio, des médecins d'expédition. Ils sont en train de monter une équipe de choc pour aller faire un reportage de malade qui a jamais été fait. L'expédition, elle comprenait 2 radeaux pneumatiques spécialement conçus pour affronter les rapides les plus dangereux. C'était la technologie la plus avancée de l'époque en matière de navigation fluviale extrême. Chaque objet va être étudié pour pas mourir tout simplement parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'ils vont faire. Cette expédition, elle est tellement incroyable qu'elle va attirer l'attention à l'international. Tout le monde les regarde. On est le 6 août, c'est une journée qui commence pourtant comme toutes les autres. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'absolument terrible. L'équipe, elle est composée de 7 membres, dont Philippe, et suit le cours prévu le long du fleuve Zaïre, depuis Kinshasa vers Laval. Les préparatifs ont été rigoureux, matériel de navigation, gilet de sauvetage, radio, carte détaillée du fleuve et des rapides. La saison des pluies n'ayant pas encore transformé le fleuve en un torrent imprévisible. Les communications radio avec la base arrière de Kinshasa sont régulières et rassurantes. Elles confirment que le groupe, il avance normalement, sans problème. Sauf qu'un drame va survenir, notamment aux environs du barrage d'Inga, situé sur le fleuve Congo dans la province du Bas-Congo. Tout ça à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de Kinshasa. Le barrage d'Inga est à l'époque l'un des plus grands ouvrages hydroélectriques du monde. Ses eaux sont réputées extrêmement dangereuses, les remous puissants, et la navigation y est périlleuse, même pour les professionnels expérimentés. Vous avez des photos des derniers instants qui montrent le pneumatique glisser dans un creux et être englouti par une vague, avant de disparaître. Et c'est exactement dans cette zone que Philippe et 6 autres membres de l'expédition vont disparaître à jamais. Les rapides autour du barrage vont créer des tourbillons mortels et les parois rocheuses rendent tout sauvetage presque impossible. Les dernières communications de l'animateur ne laissent apparaître aucun signe de détresse particulier. À Kinshasa, dans la base arrière, on va constater soudain l'arrêt total des communications radio. Donc on va s'inquiéter, évidemment. Les responsables logistiques vont tenter de contacter le groupe à plusieurs reprises, mais toutes les tentatives vont échouer. L'absence de réponse est d'autant plus inquiétante que l'expédition devait rester en contact permanent en raison des dangerosités de certaines sections du
fleuve. Donc très rapidement, les services de sécurité zaïroises, mais aussi françaises, vont lancer une expédition de sauvetage. Vous avez des hélicoptères qui vont arriver, mais la visibilité, elle était parfois réduite par la brume matinale, mais aussi les tourbillons de l'eau. Vous avez des plongeurs qui vont être envoyés, les villages et riverains sont interrogés systématiquement, mais absolument aucun témoin ne rapporte avoir vu l'expédition chavirer ou être emportée par le courant. Alors l'enquête officielle sur la disparition de Philippe, elle va s'avérer rapidement complexe et parsemée d'obstacles. Vous avez les autorités zaïroises qui sont dirigées par le président Mobutu Sese Seko, qui se montrent peu coopératifs et semblent davantage préoccupés par les implications diplomatiques de l'affaire que par les recherches de la vérité. Évidemment, cette attitude un peu ambiguë, voire suspicieuse, elle va alimenter des théories et des hypothèses. Les premières conclusions officielles évoquent un accident de navigation absolument banal. Selon cette version, l'expédition Africa Raft aurait été victime de turbulences créées par le barrage d'Inga, particulièrement dangereuses pour les embarcations pneumatiques. Par la suite, les corps des naufragés seraient restés coincés sous les rochers et dévorés par les crocodiles. Dans un premier temps, cette réponse, elle va satisfaire les autorités zaïroises, mais aussi françaises. Ça permet de clore un dossier un peu diplomatique sensible. Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments troublants qui vont refaire surface, sans mauvais jeu de mots. Ça remet rapidement en question cette version qui est quand même un peu expéditive. Parce que l'expertise technique de Philippe et de son équipe, leur connaissance approfondie des dangers du fleuve, ainsi que l'excellence de leur matériel de navigation, ça rend peu crédible un accident aussi banal qu'ils auraient évité. Vous avez plein d'experts, en fait, qui étaient du même niveau que Philippe, qui vont dire « Mais non, les gars, c'est impossible. Il aurait jamais fait ces erreurs-là. » Ni son équipe, qui était aussi à un niveau très élevé en termes de connaissances sur la navigation sur ce genre de fleuve. Les témoignages des populations riveraines se révèlent aussi parfois un petit peu troublants. Plusieurs habitants du barrage d'Inga signalent une présence militaire inhabituelle dans les jours précédents et suivant la disparition. Tandis qu'un ancien militaire zaïrois, parlant sous couvert d'anonymat, évoque des ordres stricts de surveillance des étrangers, notamment de ces journalistes occidentaux soupçonnés d'espionnage qui viennent faire un reportage sur le fleuve. C'est très étrange ça. Vous avez des témoins qui vont rapporter également avoir entendu des tirs d'armes automatiques dans la zone, remettant en cause la thèse de l'accident. Alors juste après la disparition de Philippe, François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, qui sont deux autres membres de l'expédition, sont retenus 48 heures par les soldats zaïrois. Ils étaient sur un autre canot un petit peu plus loin, c'est pour ça. Les autorités locales leur feront même signer une décharge qui stipule qu'ils n'ont entendu aucun coup de feu. La famille de Philippe Dieuleveux, menée par son frère Jean Dieuleveux, refuse d'accepter la version officielle et mène sa propre enquête parallèle. Le frère de Philippe y révèle dès 1994 que Philippe faisait partie des services secrets français, donc la DGSE. Il va même contester l'identification du corps, remis à la famille, et dépose en 1995 une plainte pour homicide volontaire. Il poursuit ses investigations pendant près de 20 ans, en recueillant témoignages et documents qui alimentent la thèse d'une bavure militaire ou d'un assassinat. Décédé en 2015, c'est son fils Alexis, donc le neveu de Philippe, qui va reprendre le flambeau de toute cette enquête, compilant archives et preuves en tentant de relancer l'enquête auprès du parquet de Paris en février 2023. Cette demande va être refusée en mai 2023. Ce qui est étrange aussi, vous avez des documents officiels qui vont être déclassifiés, qui montrent également des correspondances diplomatiques très vagues entre les autorités françaises et zaïroises dans les semaines suivant la disparition, laissant entendre que les deux gouvernements possédaient des informations qu'ils ont choisi de ne pas divulguer. Des papiers bien étrange. Selon Alexis, donc le neveu de Philippe, qui a repris l'enquête, voilà ce qu'il en est. Philippe et ses compagnons auraient été tués par les soldats zaïrois à cause d'une bavure militaire. Quelques jours avant que les deux rafts n'arrivent au barrage d'Inga, un télégramme venu de France aurait prévenu les militaires locaux de l'arrivée d'un groupe de mercenaires censés menacer le barrage. Et donc l'ordre aurait été de les neutraliser. Par un tragique hasard, le groupe de Philippe devait passer même moment sur ce barrage. On aurait confondu cette équipe de journalistes avec des mercenaires qui étaient venus faire péter le barrage. Et donc les 7 membres de l'expédition auraient donc été exécutés en les confondant. Ces accusations ont toujours été contestées par les autorités françaises et zaïroises. Mais elles continuent aujourd'hui d'alimenter le mystère autour de cette disparition. Pour comprendre pleinement les circonstances de la disparition de Philippe Dieuleveux, il faut aussi comprendre et replacer l'événement dans un contexte géopolitique de l'époque. Parce que l'année 85, elle correspond à une période de tension internationale particulièrement intense, marquée par la guerre froide, mais aussi les rivalités pour le contrôle des ressources stratégiques. Tout ce qui est mines, voilà, l'or, les terres rares, alors, je sais pas si on exploitait à l'époque. Le Zaïre de Mobutu, il constitue un enjeu majeur. Ce pays, il est très riche en cuivre, en cobalt, en uranium, en diamant, en or. Évidemment, il attire la convoitise des grandes puissances
puissance. Sa position stratégique en fait également un point de passage pour de nombreuses opérations clandestines. Les services de renseignement français, américains, soviétiques et sud-africains y maintiennent des réseaux d'agents et d'informateurs, créant un climat de méfiance vis-à-vis des étrangers, et en particulier des journalistes occidentaux. Le régime de Mobutu, donc président au Zaïre, il est soutenu par les États-Unis, notamment dans la lutte anticommuniste, et pratique une répression systématique contre toute opération réelle ou supposée, ce qui rend le pays particulièrement dangereux pour les observateurs extérieurs. Donc si vous allez là-bas et que vous êtes un peu suspect, c'est terminé, on vous tue. Alors dans ce contexte, eh bien, la présence d'une expédition française qui est dirigée en plus par une célébrité internationale, ça pouvait éveiller les soupçons des autorités locales. L'expertise de Philippe, sa connaissance approfondie du continent africain, mais aussi ses contacts internationaux, en faisaient un collaborateur potentiel pour les services de renseignement occidentaux. Finalement, est-ce que le gars était en mission secrète? Est-ce qu'il a été confondu avec des mercenaires puis assassiné? On ne sait pas. Est-ce que leur raft s'est renversé, ils se sont tous noyés, on les a jamais retrouvés? On est plus de 40 ans après les faits, et aujourd'hui, c'est encore un mystère total. Si vous avez des théories, si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à débattre là-dessus. N'oubliez pas le lien en description pour essayer MyHeritage et créer un arbre généalogique ou utiliser le QR code qui apparaît à l'écran. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous dis à très bientôt chez Tony. Au revoir.